pour clôturer cette journée, on voulait vous proposer maintenant un échange sur une approche transversale, naturellement, autour du parcours du patient. De la situation préopératoire, quel que soit son lieu de vie, en passant par le bloc jusqu'à son retour à domicile. On a vu tout au long de cette journée comment la chirurgie ambulatoire, elle constitue une opportunité pour améliorer la prise en charge, mais elle ne peut pas reposer uniquement, vous l'avez bien entendu, perçu, uniquement sur les acteurs des établissements de santé. Et donc, elle doit engager tous les acteurs du parcours, les professionnels de santé en ville, mais pas que, les usagers aussi, bien entendu. On va avoir l'occasion d'en parler. Assurément, ça a été dit d'ailleurs ce matin, je crois que de plus en plus de ces parties prenantes sont convaincues de l'intérêt de la chirurgie ambulatoire. Mais pour que cette adhésion, a priori, soit une réussite, il y a un enjeu collectif à favoriser, un parcours sécurisé, fluide et de qualité. Donc, on a identifié, en fait, en réfléchissant à ce regard croisé qui va prendre la forme d'une table ronde, euh, autour d'une question qui nous semble assez simple, en quelque sorte. De quoi chaque acteur, pardon, a-t-il besoin pour assurer cette qualité et cette sécurité du préopératoire en passant par le bloc et jusqu'au retour à domicile. Donc, c'est tout l'enjeu de la discussion qu'on vous propose d'avoir pour clôturer cette journée. Et pour soutenir cette discussion, mais qui s'élargira aussi à la salle, je vais proposer à Madame donc Francine Lègle, qui est représentante de France Asso Santé, de me rejoindre sur la scène, au docteur Céline Clément, qui va représenter l'association ATD Carmonde, à Monsieur Brio de l'URPS infirmier et au docteur Labarthe, le président de l'URPS médecin. Euh, Nous allons discuter de ces questions. Je vous en prie, installez-vous. Comme vous l'avez compris, donc, on va avoir une discussion autour de deux questions centrales pour conclure cette journée. Je vous en prie, installez-vous. Et en lien avec les deux questions qui vont vous être posées, enfin, qui vont être posées à nos intervenants, il y a un certain nombre d'éléments de compréhension qu'on va essayer de synthétiser en live sur les diapositives qui sont derrière. Et on vous propose, parce que vous voyez, il y a 3 points de vue en quelque sorte qui sont représentés autour de cet enjeu. On va vous proposer évidemment de réagir au fur et à mesure, de questionner et puis de rendre cette dernière séquence aussi interactive que possible. Alors, pour commencer, j'ai une première question, il y en aura une deuxième, donc je prépare mes intervenants. Voilà, tout le monde est bien en place, c'est parfait. La première question, je vais l'adresser à Madame Lègle et je vais ensuite la faire tourner auprès des autres intervenants. Quels sont les besoins spécifiques des professionnels de ville et des patients pour se projeter vers un parcours en chirurgie ambulatoire, Madame Lègle? Ça fonctionne, oui, vous m'entendez? Alors, pour les patients, ce qui est important, c'est d'ailleurs qu'ils soient bien préparés à la chirurgie ambulatoire. Ça, c'est important. Lors de sa consultation, qu'il ait bien tous les documents et une consultation spécifique, justement, pour la préparation de la chirurgie ambulatoire. Alors, je vais aller de la sortie, après plutôt à la sortie, puisque ça va, après, vous allez compléter. Et pour la sortie, la fiche de liaison est très, très importante. Souvent, elle n'est pas évaluée à l'entrée dans l'établissement, mais ce qui serait le mieux, c'est qu'elle soit évaluée à l'entrée et y compris à la sortie. Ça, ce sont les 2 points qui sont importants pour nous, les représentants des usagers et les usagers. Alors, moi, je suis usager du système de santé et je suis représentant des usagers aussi dans un établissement, justement, de chirurgie MCO. Et on a aussi un rôle à jouer et une mission à jouer justement pour s'assurer que les droits des usagers soient bien respectés dans les établissements. Et entre autres, la chirurgie ambulatoire en fait partie puisqu'on le développe de plus en plus et on est sollicité aussi pour participer justement dans les indicateurs de la chirurgie ambulatoire. On va prolonger cette question vers le docteur Clément. Si vous voulez bien compléter, je crois que, enfin, au travers des activités de votre association, l'angle qu'on a voulu donner naturellement, et ça a été largement évoqué ce matin par les intervenants, c'est aussi toutes les personnes pour lesquelles on va reconnaître des difficultés d'ordre assez divers pour pouvoir être éligibles à ce parcours de chirurgie ambulatoire. Comment est-ce qu'on est capable de dépasser ça? Quels sont les besoins spécifiques pour les professionnels, mais aussi donc, pour ces usagers, afin de pouvoir bénéficier de ce type de prise en charge? Alors, moi, je suis représentante, entre guillemets, des professionnels de santé et des professionnels du social qui ont travaillé, qui ont eu la chance de travailler avec le laboratoire d'idées santé ATD Carmonde. Donc, en fait, on a fait une recherche-action au sein du CHU de Nancy sur le service d'odontologie dans lequel j'ai travaillé pendant 20 ans.
Euh, En fait, on s'est intéressé au vécu du patient, une expérience un peu shadowing, c'est quel est leur ressenti, quel est leur vécu sur tout le parcours. Et ça, c'est important, à mon sens, on ne peut répondre que si on a leur point de vue. Donc après, notre expérimentation a été reprise par notamment Chambéry, je pense, au service de chir ambulatoire exploratoire, sur un autre niveau du parcours ambulatoire. Et donc, chacun peut décider à quel moment il choisit de travailler un point avec le patient. Et là, c'est vrai, quand je regardais le titre, c'était du bloc opératoire au domicile. Et en fait, je me dis, le parcours du patient, il ne commence pas au bloc, il commence avant. Et en fait, ces points-là sont déjà déterminés avant. Voilà, et ça, c'est ce que nous a permis de comprendre ce travail de diagnostic avec des... Alors, pour nous, à Nancy, c'était les accompagnants d'enfants pauvres sur tout le parcours de soins d'un enfant à l'hôpital. Et on n'avait pas du tout les mêmes points de difficulté. Enfin, ce que nous, on pensait être une difficulté pour un patient n'était pas celle qu'il ressentait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important, c'est de s'interroger sur ce que le patient vulnérable, fragile, ressent personnellement. Et parfois, on a vraiment des idées diamétralement opposées où on se trompe. Voilà, je crois. Et c'est important de se poser là-dessus pour mettre en place les diagnostics et ensuite les pistes d'amélioration qu'on co-construit ensemble. Merci pour ce témoignage très utile et qui fait écho à un référentiel dont on a récemment parlé, Madame Lègle, hein, de l'HAS, sur l'écoute des usagers et des patients dans les parcours de soins, et donc la recherche de l'engagement de ces usagers sous toutes ses formes, et notamment dans la mise en œuvre de parcours aussi sensibles et où leur participation est hautement nécessaire pour la fluidité. Je vais me tourner vers Monsieur Briot pour compléter ce regard avec un triptyque de vision. Donc là, c'est au titre de l'URPS des infirmiers libéraux, et avec la même question. Donc, quels sont les besoins spécifiques pour les professionnels de santé en ville et pour les patients que vous accompagnez, selon vous, pour pouvoir mettre dans de bonnes conditions ce parcours? Alors, les besoins sont nombreux. Alors, le, la chirurgie ambulatoire, ça marche bien. Il faut dire, quand c'est bien, c'est bien. Par contre, on oublie un petit peu la ville. Hein, et je dis merci à Mme Fortino qui, ce matin, nous parlait de l'infirmière qui travaillait avec eux et qui disait n'oubliez pas la ville. Voilà. On ne voit pas à J0 tous les patients qui sortent de chirurgie ambulatoire. On peut se retrouver avec des pansements à J2, à J4. Enfin, voilà. Pour les patients qu'on voit à J0, c'est souvent les patients qui ont des soins et des perfusions pour des produits antalgiques avec des surveillances. Et là, on a des petits accros, des petits soucis. C'est bien les prescriptions anticipées. Mais ça manque de précision, parce qu'on a une ordonnance du mois de janvier pour des soins datés du mois de janvier pour des soins au mois de mars. Certaines caisses primaires vont nous dire attendez, vous faites des soins au mois de mars, c'est fait en janvier. Quand on a la chance d'avoir sur l'ordonnance la date d'intervention, ben, il n'y a plus de problème. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut penser, parce qu'on a des demandes d'indus. Il y a des collègues qui ont des demandes d'indus, des caisses qui ne comprennent pas. Hein. Il y a des caisses qui comprennent très bien, hein, c'est pas la majorité, mais bon, c'est très chronophage. Ça, c'est important. Il y a la mise à disposition de la lettre hein, de sortie ou du courrier de sortie qu'on n'a pas, mais dans de très nombreux cas. Donc ça nous pose des problèmes. On a des soucis aussi avec certaines molécules. Alors c'est dans certains cas, hein, c'est pas une généralité, mais c'est des choses qu'il faut, comme vous êtes de toute la Bretagne, moi je suis sur Vannes, donc je j'ai pas beaucoup c'est souvent de Rennes, de Lorient que nos patients reviennent. Quand on a des molécules comme la naropéine, par exemple, enfin je parle pour les anesthésistes, c'est vrai que quand c'est prescrit en ampoule et qu'il faut rediluer ça, nous, on n'a pas la possibilité, on n'a pas le droit de reconstituer la perfusion. Il faudrait changer le code de la santé publique pour qu'on puisse utiliser ce produit-là. Alors, on peut l'utiliser s'il est déjà dilué en poche.
Donc, il faut faire attention à ce genre de choses parce qu'on se retrouve devant le patient à ne pas pouvoir manipuler son antalgique. Alors ça, c'est dans les cathéters périnerveux. Enfin, ce sont voilà, c'est des choses qui arrivent et qui sont, pour nous, ça stoppe tout de suite la prise en charge, quoi. Et puis, prévenir aussi le patient, parce qu'on est prévenu par le patient, mais ou par le prestataire, parce que ce sont des prestataires qui nous préviennent avec le matériel qu'ils amènent chez le patient. Il y a nombre de prestataires, hein. Mais ils nous appellent 3 jours avant, quoi. Donc 3 jours avant, quand on a besoin de se libérer le matin de bonne heure à 7 heures, ou quand on a des antalgiques, justement, avec des diffuseurs qui sont à 7 heures ou 19 heures, et qu'ensuite, on a aussi un prépérant, enfin un antiémétique à passer en une demi-heure, associé avec une surveillance continue. Quand on a une tournée qui est déjà chargée, c'est pas facile. Il faut s'organiser. 3 jours avant, c'est juste, hein, quand vous avez les diabétiques, les anticoagulants à faire aux gens qui partent travailler, enfin des pansements, des gens handicapés auxquels il faut s'occuper parce qu'eux aussi, ils ont une vie sociale et professionnelle. C'est pas facile du tout. Donc, si on pouvait être prévenu une petite semaine avant, déjà, ce serait bien. Ça permet de s'organiser et de ne pas refuser les soins, parce qu'il y a pas mal de cabinets qui refusent les soins à cause de ça. D'où la difficulté de trouver aussi des cabinets en sortie d'hospitalisation, enfin, du moins de chirurgie ambulatoire. Voilà, ce qui me permettrait de prendre en charge ça beaucoup plus facilement, quoi. Voilà. Et voilà. Puis des petites choses. Si les chirurgiens, pour les gens qui sont loin, parce qu'on parlait d'une heure, les gens qui sont loin, qui habitent loin, qui ont une heure et demie de trajet, si les chirurgiens pouvaient les voir avant la fin de son programme opératoire, pour éviter qu'ils rentrent à 21 heures, à 22 heures, ce serait bien, parce que quand on a fini notre journée, qu'on repart pour aller voilà, poser une perfusion dentalgique, ce serait bien. Après, je sais que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours facile de sortir du bloc, d'aller éventuellement en salle de réveil voir un patient pour lui dire voilà ce que les chirurgiens ont à leur dire, mais c'est vrai que nous, ça nous faciliterait, voilà. Et puis, quand on sait qu'il y a une perfusion, si on peut laisser le cathéter veineux en place périphérique, ce serait bien aussi, qu'on n'ait pas repiqué le patient au retour. C'est des détails, c'est des choses. Alors, c'est pas le courant, hein, bien sûr, hein, c'est pas. Voilà. Et puis, 2 petites choses encore. J'ai encore un peu de temps. C'est juste que les ordonnances soient adaptées. Alors, on parlait d'urologie tout à l'heure, il y avait un chirurgien urologue. Et c'est vrai que quand on a une prescription pour un patient qui sort avec soin de sonde urinaire, changement de poche le matin et le soir, c'est un acte infirmier, mais ce n'est pas un acte de notre nomenclature. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le facturer. On dit quoi au patient? On dit on va vous faire un devis et vous ne serez pas remboursé. Il va falloir aussi une évolution de notre nomenclature pour que ce genre de soins-là soit pris en charge. Chez les personnes âgées, on a eu nombre de personnes âgées qui nous appellent après une intervention de cataracte pour installation de collyre. L'installation de collyre est un geste infirmier. Il n'est pas à la nomenclature. On ne peut pas le facturer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Avec tact et mesure, on leur fait un devis. Ça, je vous promets, ça coince et ouais, ils font le groin quand même, hein. Et donc, ils disent, on va essayer de voir avec la famille, avec l'auxiliaire de vie, et pour 3 passages par jour, ils vont, un coup, c'est l'auxiliaire de vie, un coup, c'est la voisine, un coup, c'est pour ne pas avoir à payer des soins qui... Voilà. Donc, c'est ce genre de choses. Et puis, une dernière chose qui m'irrite, c'est d'avoir entendu parler d'HAD aujourd'hui. L'HAD, c'est de l'hospitalisation. Donc, si l'HAD va faire le soin après la chirurgie, c'est toujours de l'HAD, c'est toujours de l'hospitalisation. Donc, on n'est plus dans l'ambulatoire, on reste dans l'hospitalisation. Et ça, à notre niveau, c'est pas compréhensible. Voilà. C'était ce... Voilà. Hein, Merci. Il faut la gratter, désolé. Ah oui, non, mais les choses de la vie. Mais en majorité, ça se passe très bien.
Mais merci pour ces éléments de témoignage. C'est une belle collection de petits cailloux. Mais il y a des choses qui sont effectivement assez éloquentes et qui méritent que. Parce que l'enjeu de notre journée, c'est de capitaliser sur vos contributions respectives. C'est qu'on capitalise dessus, hein, à l'évidence, pour nourrir ces parcours et gagner en fluidité. On va laisser Dr Labarthe compléter sans doute avec des éléments de compréhension et de complétude. Moi, je vais dire qu'évidemment, le diable se cache toujours dans les détails. Et je crois que personne ici dans cette salle ne dira le contraire, que ce soit dans les établissements de santé ou en ville, et qu'on ne connaît pas forcément les histoires de poutres et de brindilles, hein, de ce qui se passe chez les uns et chez les autres. Je pense qu'aujourd'hui, la chirurgie ambulatoire est devenue le gold standard et qu'aujourd'hui, les gens y pignent parce qu'ils nous disent, mais quoi, ils veulent me garder une nuit, c'est inadmissible, docteur. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est quand même rentré dans les mœurs et qui est quand même très intéressant. J'ai entendu parler ce matin de parcours structuré. Moi, je parlerai aussi de parcours sécurisé. C'est bien ça qui nous intéresse tous pour le patient. Et le mot de sécurisation, c'est qu'on est tous ici, quand on travaille dans la santé, avec beaucoup d'empathie et aussi de réassurance. Et je pense que c'est vrai que les professionnels de ville, parce que où est-ce que commence le parcours du patient? Dans sa maison, dans son jardin, dans sa douleur de boiterie de hanche quand il va chercher son journal? Est-ce qu'il commence à l'hôpital et qu'il finit à la ville? Voilà, vous savez bien, hein, la boucle, on a parlé de cycle là dans les parcours de chirurgie ambulatoire. Je pense qu'il y a un avant, un après, et c'est pas le même, c'est l'inverse pour les uns et les autres. Euh, on est aussi aujourd'hui maintenant, et j'en parle avec mon collègue à côté, hein, les équipes de soins autour du patient, que ce soit, il nous manque nos collègues, comment dirais-je, nos collègues pharmaciens, parce qu'on parle beaucoup des prescriptions anticipées. On a d'ailleurs quelques petits problèmes avec l'IRAP sur les surprescriptions d'oxycodone en Bretagne, et on ne les comprend pas bien. Alors, est-ce qu'effectivement, on soigne mieux la douleur en Bretagne qu'ailleurs? Je ne sais pas, mais il y a vraiment tout un travail aussi de surprescription et comment aussi on ne se retrouve pas avec des gens qui ont des caisses de médicaments à la maison en prévision d'eux, parce qu'après ils les utilisent, après on est dans le mésusage. Ça, c'est un premier problème. Nos collègues kinés qui ne sont pas là aujourd'hui. Et c'est vrai que les premiers qui voient souvent les patients en retour de chirurgie, soit ces personnes, parce qu'il n'y a pas besoin, les gens se mettent leur goutte, etc. Soit il y a des chirurgies un peu plus complexes, c'est souvent effectivement les collègues infirmiers qui voient les patients, voire pour des mobilisations précoces, les kinés. Mes collègues qui sont absents aujourd'hui, c'est mes deux collègues anesthésistes, dont un, parce que c'est vrai que j'en parlais avec M. Pontan ce matin, Hubert Lehété, avec qui on a beaucoup œuvré sur le programme de Chirambut de Cesson d'il y a 20 ans, donc on a l'impression qu'on répète des choses qui, quand même, sont des portes ouvertes depuis tellement longtemps sur la chirurgie ambulatoire. Et j'étais pas très content ce matin, c'est qu'effectivement, quand on dit il y a plus de lien, il faut Lola, nous, on avait mis en place le banal fax, mais c'est effectivement le lendemain, on voyait tous les médecins, on voyait systématiquement les patients avec une évaluation des bonnes indications, de la douleur. Pour les patients, les jeunes patients opérés, par exemple, d'amygdalectomie au départ, c'était tout un drame. On ne fera jamais de prothèse à la maison et on voit l'évolution qu'on a eue. Donc maintenant, c'est tellement, on a rassuré aussi, il ne faut pas que rassurer que les patients, il faut rassurer les praticiens qui opèrent. C'est un moment, quand ils voient que c'est fluide et que ça se passe bien, il y a aussi une confiance mutuelle entre les équipes de ville, enfin, ou de campagne, mais les équipes de sortie d'autour du patient et les équipes intra-hospitalières. Ça, c'est très intéressant. Écoutez, merci pour ces témoignages nombreux, riches. Je ne peux pas rester insensible, évidemment, à la référence que vous avez faite à la question pharmaceutique et en effet, aux enjeux de lutte contre la douleur, hein. Ils ont été évoqués ce matin. On souriait entre collègues de l'assurance maladie et agence parce que, si vous ne le savez pas, je le lis, enfin, je le pose ici. On est la région qui a le niveau de consommation plus élevé sur l'oxycodone. Et c'est vrai qu'on n'en explique pas tous les déterminants. Enfin, on est dans le top 3, voilà, mais 3 fois plus. Donc on est vraiment dans une situation très atypique, hein. Ce n'est pas le sujet de la journée, mais en tout cas, c'est quelque chose qui doit nous préoccuper, et a fortiori dans des parcours qui sont ceux dont on discute aujourd'hui. Évidemment, enfin, ce n'est pas aux professionnels présents ici que je vais l'apprendre. La question de la lutte contre la douleur, elle est essentielle et elle doit nous mobiliser. Alors justement, ça fait un peu la transition vers la deuxième question qui va structurer la discussion de cette table ronde. Quels outils, quelles organisations, quels collaboration pour garantir une prise en charge optimale? Comment travailler ensemble? Avec quelle forme de structuration? On a peut-être en tête ou en arrière-plan des structures d'exercice coordonnées, par exemple. Enfin, voilà, pour vous inspirer. Et si vous en êtes d'accord, on va repartir vers la table ronde autour de cette question, mais dans le sens inverse. Donc, je vais vous proposer, Dr Labarthe, de reprendre la parole immédiatement autour de ces outils, de ces organisations et les modes de collaboration sur lesquels on pourrait capitaliser en Bretagne et au-delà, pour une prise en charge qui soit optimale, donc de sécurité, et qui réponde peut-être à certains des enjeux petits cailloux que monsieur a évoqués précédemment.
C'est vrai que j'ai pas dit ce que c'était que les unions régionales, parce que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, moi j'ai entendu quelques acronymes où j'ai un peu eu la nausée ce matin, parce que je ne les connaissais pas tous, hein, qui sont plutôt de mes collègues de bloc avec qui on avait préparé la table ronde. Mais l'URPS des médecins libéraux, par exemple, c'est 5600 médecins libéraux en Bretagne. Et pour moi, qui suis médecin généraliste en périphérie de Rennes, pour avoir travaillé sur la chirurgie ambulatoire, je suis président de l'Union et donc je les représente tous, dont les 800 praticiens d'établissements privés en Bretagne, anesthésistes, chirurgiens, gynéco-obstétriciens. Voilà, je ne les citerai pas tous, mais voilà, donc c'est avec ces gens-là aussi avec lesquels on travaille. On travaille beaucoup en intelligence aussi avec la fédération ou le COPIL inter-URPS, parce qu'évidemment, on a des vrais sujets. Et je pense, quand on parlait d'outils tout à l'heure, on parlait de l'outil AOC, hein, anticipé, organisé et coordonné. On va reparler du DMP sûrement. Et bien évidemment, si on veut parler du système d'information partagé, on va encore mettre un énorme pavé dans la mare. Quand on parlait des fax ce matin et qu'on parlait, votre collègue tout à l'heure, de la fiche d'identité ou le passeport pour s'identifier, je me suis tapé sur le ventre parce que demain, on nous demande à l'hôpital d'envoyer un message. Il faut l'envoyer par Gmail parce que les secrétariats, mais les nôtres non plus, n'ont pas d'adresse cryptée sécurisée. Donc, je pense qu'on a encore aussi un énorme travail pour la sécurisation des données, pour les systèmes d'information interopérables qui fonctionnent. On avait travaillé avec les pharmaciens et les infirmiers sur le programme Octave aussi, sur et le bilan pharmaceutique de préparation pour les anesthésistes en préopératoire. Parce que quand on parlait de préparer le patient, on parlait de la sarcopénie, comment quelqu'un qui se fait opérer dans 2 mois, bien prévu, on le renforce, la diététique, le passage du kiné en préopératoire, comment on améliore aussi les prescriptions, on évite les somnifères, on évite, voilà, bref, toute la bonne pratique que l'on peut essayer d'avoir. Il faut qu'on travaille forcément en concertation et ces outils sont intéressants. On peut parler du GRADE, hein, du GESS, enfin de la e-santé. C'est vrai que c'est un vrai sujet et qu'aujourd'hui, on ne pourra pas non plus s'exonérer quand on parle, comme l'ont présenté le groupe de Cesson ce matin, de Sévigné, sur les choses en ligne, là, enfin, la fiche de préadmission. Au-delà, enfin, par la tête du gap aussi numérique ou de l'illettrisme parfois de certains patients qui complexifient ou du langage, c'est vrai que c'est comment on arrive déjà à interopérer entre la ville et l'hôpital des outils faciles d'usage pour que les bonnes informations soient données à nos collègues, parce que je pense que on ne parle pas de co-responsabilité, là on parlait du médecin traitant en ville, mais je crois que la co-responsabilité de tous les gens qui gravitent autour du patient, il y a le patient lui-même, il y a évidemment et les aidants, et il y a évidemment nous tous soignants, et qu'on doit renseigner au mieux nos collègues anesthésistes sur les prescriptions, sur évidemment les fragilités que nous percevons, nous, équipe soignante, sur le fait qu'il va te rentrer à domicile, que la maison n'est pas très salubre, voilà, pour aussi donner de l'information pour les éligibilités avant chirurgie. Donc ça, c'est vraiment notre rôle. On parlait d'innovation organisationnelle, vous n'êtes pas sans savoir, il y a des gros mots, hein, les CPTS, les exercices coordonnés. C'est aussi tout un travail sur le lien ville-établissement, établissement-ville. Enfin, on peut prendre dans un sens ou dans un autre, moi ça m'est totalement égal. Et sur le travail du parcours des patients. Donc il y a quand même des innovations qui se font dans les établissements. Elles se font aussi en ville. Elles nous bousculent aussi. Elles ne sont pas si simples. Elles ne sont pas forcément non plus, c'est pas les, hein, vous savez, les soignants, les médecins, plus que les autres, le doigt sur la couture du pantalon, ne réagissent pas au doigt et à l'œil sur des choses qui sont des innovations, qui font des changements, qui obligent aussi à se remettre en question parfois. Et ce n'est pas toujours simple. Mais la ville aussi tente de s'organiser pour être au mieux sur la prérogative aussi des parcours patients. Merci beaucoup. Ouais, c'est ce que je vois ça. Je me faisais la réflexion en vous écoutant par rapport à tous ces enjeux que nous connaissons bien, vous comme nous, du côté de l'agence et avec les collègues de l'assurance maladie. Il y a quand même certains challenges ou objectifs où ça appelle une certaine humilité, hein, sur des développements, sur le numérique en santé, par exemple, le DMP ou l'espace numérique. Il y a encore beaucoup à faire. On en prend la pleine mesure au travers de ces retours d'expérience. Peut-être pour compléter le propos et le prolonger, Monsieur Brio, c'est toujours cette question sur les conditions, les façons de s'organiser entre les acteurs. Tout a été presque dit par Dr Labarthe, hein, quand même. C'est vrai qu'on se retrouve il y a tellement d'outils pour qu'on puisse communiquer, entre communiquer entre la ville et l'hôpital. Alors, c'est vrai qu'il y a les CPTS, hein, sur lesquels on peut. Il y a les unions régionales des professionnels de santé, hein, donc les URPS, c'est ça, infirmiers, médecins. On pourrait avoir un dialogue. Alors, il y a des ordonnances, par exemple. Enfin, je parle par rapport à notre nomenclature, des choses qui sont. C'est un peu une usine à gaz, hein, notre nomenclature, mais dans ce qui est
dans ce qui est sur la chirurgie ambulatoire, on a juste un article et c'est c'est bien, il y a à peu près, enfin il n'y a pas tout, mais c'est bien expliqué. Et si on prescrit ce qui est marqué, si la prescription va dans le sens de la nomenclature, ça posera jamais aucun souci. Maintenant, il faut que nous on apprenne à savoir comment vous travaillez et que vous preniez connaissance de notre réalité en ville aussi. Mais voilà, c'est ça. Il faut moi, je pense qu'il faut des rencontres. Pour avoir travaillé à l'hôpital, je sais aussi comment c'est. Euh, mais ça a bien changé depuis que j'ai quitté l'hôpital. Ouais. Mais voilà, mais c'est vrai que si on avait des demandes de services ou de direction hospitalière pour pouvoir travailler ensemble, au moins sur quelque chose de générique et qui puisse servir à tout un réseau d'établissements hospitaliers publics ou privés, ce serait vachement bien, ce serait le rêve, quoi. On pourrait, voilà, et on pourrait échanger, on pourrait. Il y a des outils informatiques qui existent, enfin comment ça s'appelle, des applications où on arrive à communiquer de la ville vers des spécialistes. Je pense à Omnidoc, par exemple. Enfin, eh ben, c'est une super avancée. Si on pouvait trouver exactement la même chose pour savoir comment vous êtes organisé, comment nous sommes organisés, je pense qu'on pourrait trouver des choses conjointes et puis ça serait bien, hein. Moi, je pense que je serai en retraite dans 5 ans, mais j'espère que d'ici là, on aura peut-être trouvé une solution pour ça. On va finir le tour. Non, mais oui, avec plaisir. On va finir d'aller jusqu'au bout du tour des contributions autour de cette deuxième question et on va prendre vos questions et vos réactions, bien sûr. Est-ce que vous voulez compléter, docteur Clément, s'il vous plaît, autour de ces conditions organisationnelles? Je vais essayer de faire S'il vous plaît. rapidement en rechaussant les lunettes patients. Et ce que j'incite vraiment à faire, j'ai pris plein de notes aussi de ce qu'ils m'ont dit. Il y a beaucoup de choses. Enfin, moi, il y a des mots qui m'ont beaucoup marqué. C'est ce que vous faites pour nous, ne le faites pas sans nous. Aussi, de la part des patients et des patients en situation de précarité. Je pense qu'il faut vraiment connaître leur vie. Alors, toute la journée, on a parlé de linéarité, de fluidité du parcours de santé, en sachant que pour toutes ces personnes, la réalité de la vie, elle est marquée par la rupture, l'instabilité, la vie au jour le jour, des urgences et certainement des priorités qui sont celles de se nourrir, de se loger, de trouver un emploi, d'avoir une assurance qui soit ouverte, que les droits soient ouverts au moment de l'hospitalisation. On n'est pas sur les mêmes priorités. Et il faut vraiment le comprendre pour les patients en situation de grande précarité quand on a pris ça en compte. Et c'est ce qu'on essaye de dire aussi avec ATD Carbone, c'est que tout ce qu'on peut mettre en place pour les patients les plus fragiles ne pourra être que bénéfique pour les autres patients, c'est certain. Et ils sont pleins de pragmatisme parce que de toute façon, ils n'ont rien à perdre. Donc, ils vont nous dire les choses quand on a envisagé des parcours patients avec eux. Ils nous disent ça marche, ça marche pas, ça nous parle, ça nous parle pas. Et c'est évident et c'est du bon sens parce que leur vie est organisée autour du bon sens. Donc, je pense que parfois, il faut vraiment considérer ces personnes en situation de précarité comme des personnes sentinelles, sentinelles du système de santé. Je crois que c'est vraiment important parce qu'ils vont dire les choses haut et fort. Parce que de toute façon, ils n'auront pas les leviers ni économiques ni humains pour parer à des solutions qui ne leur conviennent pas. Donc, ils vont nous dire les choses. Et je crois qu'il faut les entendre, ces mots-là. Alors, ça peut aller de la signalétique, ça peut aller justement de mots, d'affiches faciles à lire et à comprendre. De comprendre réellement ce qui va se passer pour eux, de comprendre une ordonnance, de comprendre les préconisations post-opératoires, ne pas les écarter, ne pas se sentir jugé, ça c'est important. Et surtout, ce qui est beaucoup ressorti, c'est la formation. Formation à la relation de soins. C'est vraiment l'écoute, ne pas se sentir jugé, être écouté dans leurs problématiques de vie, parce qu'ils sont tous plutôt très favorables à l'ambulatoire.
Et c'est être aidé, accompagné. Alors, ça peut être aussi faciliter, il y a eu plein de bonnes choses qui sont ressorties, hein, faciliter aussi le recyclage du matériel médical en sortie. Enfin, plein de bonnes choses. Le pharmacien, on pousse la porte de la pharmacie parce que c'est gratuit. Les conseils, ça ne demande pas de tiers payant. Enfin, voilà, il y a des choses vraiment pleines de bon sens. Le pharmacien, c'est aussi une personne pivot dans l'organisation parce que ce qui va donner plein de conseils et que la porte est ouverte tout le temps. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses et d'enseignements à prendre des populations très fragiles parce que bah, c'est peu onéreux. Et je crois que c'est plein de bon sens. Merci beaucoup pour ces mots, ce témoignage que vous rapportez, enfin ces témoignages que vous rapportez. En tout cas, moi, je les trouve très inspirants et ils font une transition, et là encore une fois, très, très à propos vers Madame Legge, dont je salue encore une fois ici l'intérêt, la mobilisation sur les questions de l'engagement des usagers. Et l'engagement des usagers, c'est pour tous les usagers, et c'est aller chercher leur participation, leur expression et une écoute. Et ça résonne bien avec le sens de ce que vous venez de dire. Oui, en fait, c'est vrai que qui connaît mieux le patient que le médecin traitant pour la chirurgie ambulatoire, toute chirurgie, et c'est surtout, je pense, ce qui manque peut-être parfois, on voit bien, mais aussi, ne va pas me contredire l'infirmier, c'est on n'évalue pas toujours le retour du domicile, l'ensemble, la globalité. Parfois, c'est ça qui manque un peu, et en fait, eh bien, il y a peut-être des petites choses à évaluer pour le retour. Soit, par exemple, une mère de famille qui rentre, dont le mari est en déplacement, où il fait la nuit, parce que ça peut arriver aussi. Elle se retrouve après une journée, elle a été endormie. Et la difficulté, c'est le soir de s'occuper des enfants. C'est aussi aller chercher les courses. On n'évalue pas toujours ça dans le retour. Alors, juste une petite expérience. C'est vrai, je suis représentante des usagers dans un établissement Vivalto, puisque c'est le CHP Saint-Grégoire. Donc, c'est un petit peu le même groupe que ce matin. Et en fait, moi, j'ai fait des patients traceurs au niveau justement de la chirurgie ambulatoire. C'est intéressant d'entendre en fait le patient qui dit, en fait, heureusement que j'ai ma femme parce que on n'a pas évalué si tout allait bien se passer, par exemple, à la maison. Il y a eu un patient qui m'a dit ça. Eh bien, j'ai dit oui, c'est vrai, vous avez quelqu'un, donc c'est ce qu'on vous a posé comme question. Est-ce que vous avez quelqu'un qui va être là ce soir? Eh bien oui, parce qu'on m'a dit que je ne pouvais pas passer la nuit tout seul. Donc, il fallait prévoir quand même qu'il y ait quelqu'un à domicile. Mais il dit, si j'avais eu personne quelque part, eh bien, qui m'aurait fait à manger? Qui serait allé me faire les courses? Mais dans l'ensemble, c'est vrai, moi, quand je fais ça m'arrive d'en faire quand même quelques-uns au niveau de l'ambulatoire. Et en fait, ce qui est important, on voit bien quand on les questionne, c'est qu'en amont, ils ont bien eu l'information, parce que c'est notre rôle en tant que représentant des usagers de s'assurer justement s'ils ont bien eu l'information, est-ce qu'ils l'ont bien comprise, est-ce qu'en fait tout est bien préparé pour leur sortie, est-ce qu'ils ont leurs ordonnances, est-ce que ça a été anticipé s'il a besoin d'un infirmier le lendemain. Donc voilà, et on voit bien qu'en fait la satisfaction, moi, dans l'établissement où je suis, la satisfaction du retour de l'ambulatoire, elle est de 80% pour les patients. On voit qu'aujourd'hui, en fait, l'ambulatoire, il y a 25% de retour quand même, ce qui est pas mal, parce que c'est souvent 10% de retour des indicateurs ISATIS, entre autres, en plus des enquêtes qu'on fait dans les établissements, justement, pour voir où en est la satisfaction du patient. Il y a eu aussi France Asso Santé qui a fait une enquête au niveau national. Il y a un taux de satisfaction de la chirurgie ambulatoire de 90%. Avec les petits à côté que j'ai dit tout à l'heure, quand même, il faut avoir un bémol sur l'organisation de la sortie. C'est plus ça, en fait. C'est l'organisation de la sortie. On ne prend pas dans la globalité. C'est intéressant parce qu'un des outils qu'on avait noté, c'est bien ça. Et moi, je suis vraiment dommage qu'on n'ait pas mis notre petite fiche d'il y a 20 ans en papier. Elle est en papier avec les faciès, vous savez, pour la douleur, pour les enfants. Je regarde le chirurgien pédiatrique, mais c'est intéressant. Je parle devant l'ARS et l'assurance maladie. C'est pas qu'on n'est pas toujours d'accord, mais c'est vrai que vous avez besoin, vous, de choses traçables. Pas vu, pas pris. Enfin, pas pris, pas dans le sens mauvais d'un dû, mais c'est que ce qui n'est pas payable ou visible ou indiqué n'existe pas. Je ne vais pas lancer le débat de la PDSES aujourd'hui sur les lignes de garde. Non, mais ça quand même. Non, mais oui, mais ça en fait partie quand même de tous ces éléments-là. Et je pense que ce qui est intéressant, ce que dit Madame Legge, est vraiment très intéressant, c'est ce que vous ne revoyez pas forcément en réhospitalisation. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas eu des petits problèmes. C'est pas pour ça qu'il y a eu des choses, mais c'est qu'elles ont été gérées aussi avec les équipes de ville, le pharmacien, les aidants, la famille, les services médico-sociaux. Et ça, c'est extrêmement intéressant.
Vous avez parlé aussi de grains de sable ce matin sur la chirurgie ambu. Et je pensais, bon, j'ai une femme chirurgien, et c'est vrai que vous avez des femmes parfois qui viennent faire de la chirurgie ambulatoire avec 3 enfants, des boubous ne parlant pas bien français. Eh ben, le problème, c'est que quand la dame, elle a fallu laisser à la voisine le gamin pour venir et machin, ben, elle arrive évidemment avec une demi-heure de retard. Et ça, c'est des sacrés grains de sable. C'est toute la problématique de comment on accompagne aussi les patients en difficulté pour qu'il n'y ait pas les grains de sable, pour que les équipes puissent travailler au mieux. Ça, et ça, oui, c'est ça. Et ça, on y travaille, nous, en inter-URPS, aussi sur l'interprétariat, comment amener aussi des gens qui soient conscients de ce qu'ils vont faire et pourquoi c'est important aussi pour eux. Merci beaucoup pour vos témoignages. C'était extrêmement riche. Je crois que à ce stade, oui, il y a sans doute des questions, des réactions. Je vois que ça commence à réagir. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole, compléter, réagir, apporter des éléments de... Hop. Oui. Alors, moi, Valérie Cartier, donc je suis infirmière coordinatrice en chirurgie ambulatoire à l'hôpital du Mans. Alors, première question, concernant en fait les ordonnances de sortie du patient qui sont anticipées, c'est ce qui nous est effectivement demandé et donc ce qui permet aussi aux patients d'aller chercher ces médicaments, donc ce qui est plutôt, je pense, bien. Ainsi que pour les soins infirmiers à domicile. Mais ce qui m'interpelle, c'est le fait de dater ce dont vous aviez parlé, dater, enfin, j'ai pas trop compris en fait. Le jour de l'intervention, c'est alors que comment peut-on récupérer des médicaments si c'est pas daté? Non, non, Enfin, non, 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 excusez-moi, alors, c'est pas pour les médicaments, mais pour les soins infirmiers oui, qui sont avec. il y a les... L'ordonnance est du 4 janvier. Les soins sont effectués le 30 mars. Voilà. Bah, que soit précisée la date de l'intervention, pas la date de l'ordonnance. Ah Que oui, soit d'accord. précisée sur D'accord. l'ordonnance Ah oui, la j'avais date, pas... D'accord. voilà, intervention du temps, puisqu'elle elle sera programmée, intervention du temps. D'accord. Voilà, et ce qui nous rapproche nos soins de la date d'intervention. D'accord. Non, mais là, très bien. C'est clair. Voilà, il peut y avoir un décalage dans le truc, mais voilà. Voilà, c'est surtout ça, c'est cette Très date. bien, j'ai compris. Et j'avais une deuxième question. Pardon. Concernant les patients qui... oh zut, j'ai perdu le fil, je suis désolée. C'était par rapport à madame, qui... vous aviez parlé des patients. Oui, en fait, pour la sortie à domicile, normalement, c'est checké lors de... En fait, il nous est demandé de checker lors de la consultation infirmière post-anesthésie, à savoir si le patient, en fait, avait bien quelqu'un pour anticiper le retour à domicile et si tout était carré. Donc, normalement, c'est checké tout ça. Donc, je n'ai pas compris pourquoi, en fait, vous disiez que le patient s'est sorti... Non, ce que je disais, en fait, ce qui est important, c'est que le patient, c'est vrai qu'il ait toutes les informations. Justement, quand on a programmé l'intervention en ambulatoire, Mmh. qu'il ait toutes ces informations. Alors, on sait que quelquefois, l'ambulatoire, c'est pas fait du jour au lendemain. Entre-temps, il a pu se passer plein de choses. Pour finir, eh bien, la personne qui devait être là ben, n'est pas là parce que pour X Ah oui. raisons, elle a pu aussi être malade. Oui, mais ça, Donc, c'est voilà. tout autre chose. Mm. Ouais. Donc, Non, on mais, réévalue pas, en ce que fait, je voulais souvent. simplement vous dire, c'est qu'il y a des réglementations et que, en fait, le patient, le jour de la consultation infirmière, c'est bien checké. Normalement, ça fait partie du parcours du patient ambulatoire. Alors, est-ce que vous checkez aussi le fait, ce qui serait intéressant, c'est ce que je disais tout à l'heure, par Il y a une exemple, grille. quelqu'un qui rentre à domicile, qui a 3 enfants, on n'évalue pas tout ça, en fait. Alors, Est-ce en qu'il y a- fait, tout est posé, enfin, ça fait partie, en fait, avez-vous anticipé les choses du retour à domicile? Enfin, ça fait partie des recommandations. Enfin, je me Ben, trompe ouais, c'est pas peut-être, tout. mais je crois pas, ça fait plusieurs années. Ouais, c'est pas toujours demandé. Je Si- crois qu'anticiper quand on ne sait pas toujours comment on va être après, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Ok.
Oui. Non, mais c'était Alors, il y a un point. on peut checker des listes et après, il y a le vécu. Enfin, je crois. Je voulais revenir par rapport à cette histoire du jour d'intervention. Souvent pour des multiples raisons, le jour de l'intervention est avancé, reculé. Le jour de la consultation de chirurgie, on n'a pas toujours le jour exact de l'intervention. Donc, comme on donne les ordonnances post-op en pré-op, puisque l'idée c'est que en fait, on peut mettre une date d'une programmation, mais peut-être que ça va être avancé de 15 jours. Donc, on ne pourra pas avoir la date exacte de l'intervention. C'est une problématique qui, je comprends, vous embête, mais je ne vois pas trop de solution là-dessus, à part… Si on ne met pas une date, on met chirurgie ambulatoire à venir. Voilà. Qui est au moins, on sait qu'il y a une chirurgie ambulatoire qui va venir. Ouais, mais nous, franchement, pour avoir défendu des collègues qui se retrouvent avec une demande d'indu pour pour des soins voilà, qu'ils ont effectués, et c'est pas de leur fait que l'ordonnance soit anticipée, bien sûr, et c'est très bien parce que ça permet aussi de se préparer. C'est pas notre réponse, c'est à savoir comment on fait. Il y a des actes qui sont prévus 3 mois à l'avance, soit remboursés pour l'infirmier qui les fait, sans regarder l'anesthésiste. Voilà, c'est ça. Pour nous, c'est compliqué. Alors, je ne sais pas s'il y a une réponse, mais c'est du temps, c'est du stress pour le professionnel qui est obligé de se défendre parce qu'on va lui demander, alors on ne va pas lui demander 5 000 €, hein, bien sûr, mais on va lui demander un indu pour un travail qu'il a effectué. Voilà, ce qui est. Et on sait qu'il y a un acte de chirurgie, il y a un acte de cotation de chirurgie ambulatoire qui, à un moment maintenant, était fait dans votre nomenclature, qui facilite aussi les choses. Enfin, ça, c'est quand même à mettre aussi à l'instar des évolutions quand même conventionnelles de la prise en charge du patient de A à Z, sans qu'il y ait de rupture ni de soins, ni de paiement, ni de prise en charge. Moi, j'ai une question. Donc, je suis cadre de soins dans une clinique privée à Pontivy. Il n'y en a qu'une, hein, pour ceux qui connaissent. Nos médecins rechignent en fait à anticiper les ordonnances dentalgiques puisqu'ils nous disent que clairement, si l'intervention est annulée, les patients ils ont un stock de médicaments à la maison. Clairement, ils ne font pas les ordonnances en amont. Qu'est-ce que vous en dites? On va revenir sur le mot anticiper. Si, on peut pas, quand vous sortez à 21 h et que la pharmacie est fermée, vous ne pouvez pas dire à votre aidant ou à votre femme ou votre conjoint ou votre, je sais pas quoi d'aller chercher des médicaments. Là, c'est des trous dans la raquette sur l'antalgie. Non. Alors après, c'est peut-être aussi un travail à faire. On y travaille, nous, avec nos anesthésistes et collègues au sein de l'Union. C'est comment on peut faire du graduel. C'est toujours compliqué, parce que ça, c'est vraiment du travail aussi de la prise en charge de la douleur, parce que se retrouver avec des stocks de morphinique à usage rapide, plus des paliers 2, des codéinés, eh ben, à un moment, on se dit, ouais, parce qu'il y a des patients qui sortent avec des blocs, ils ont pas mal, ils sortent, ils vont bien, et globalement, ils utilisent très peu de choses. Et on se dit, chouette, c'est bien. Et quand ils en ont besoin, c'est le branle-bas de combat, il faut que l'infirmier rappelle le médecin, le pharmacien, et là, ça crée aussi du soin non programmé qui, dans notre nos journées bien remplies sont vraiment de la complexité. On se dit, merde, on n'a pas anticipé ça. Donc, je pense que moi, je ne suis pas d'accord. Il faut que les médecins de Pontivy, dans les critères qu'on a entendus aujourd'hui de chirurgie ambulatoire, programment, ils ne mettent pas 12 boîtes, hein, mais qu'il y a au moins, peut-être à renouveler, mais un minimum de médicaments pour les 24-48 premières heures. Pardon, et c'est exactement la même chose pour les patients qui prennent ils le prendraient l'avant-veille, mais ils font une réaction où ils ne supportent pas l'acupant, par exemple. Eh ben, on se retrouve avec, généralement c'est sur 5 jours, on se retrouve avec 10 diffuseurs parce qu'on a aussi du Primperan qui est associé. On va se retrouver avec un stock, parce que c'est ce qui arrive des fois, on se retrouve avec un stock de diffuseurs, un stock de seringues, un stock dentalgiques. Qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on les garde dans nos cabinets parce que les pharmacies ou les prestataires, c'est facturé, ne vont pas les reprendre. Et puis, on envoie ça à Mayotte voilà, pour faire un département français, pour faire parce qu'ils n'ont plus de matériel, ils n'ont plus rien. Voilà, non, mais c'est ce qui est arrivé, quoi. Donc, bon, c'est toujours bien de pouvoir prévoir, mais je comprends. Oui, c'était pas une question, c'était effectivement une précision par rapport aux soins infirmiers à domicile post-chirurgie ambulatoire.
Comme vous le savez, depuis 2019, il y a 4 actes qui ont été mis à la cotation pour le suivi en chirurgie ambulatoire. Je rappelle, parce que peut-être que ces éléments ne sont pas connus par tout le monde, il y a des actes de surveillance clinique et d'accompagnement post-opératoire à domicile pour les sujets éligibles à la chirurgie ambulatoire qui peuvent être cotés. Il y a 3 séances maximum peuvent être facturées pour un patient entre le retour à domicile et la veille de la première consultation post-opératoire avec le chirurgien, qui inclut la surveillance de la compréhension des consignes, les prescriptions de sortie, le suivi des paramètres de surveillance, etc. Il y a un acte qui a été créé aussi pour une séance de surveillance ou de retrait du cathéter périnerveux pour des analgésies post-opératoires. Il y a un acte aussi qui a été créé pour le retrait de la sonde urinaire qui était valorisée à hauteur de AMI2. Et puis, il y a un acte de surveillance du drain de redon ou de retrait post-opératoire. Donc ça, c'est effectivement extrêmement important. Il y a 4 actes qui ont été créés depuis 2019 dans la nomenclature des actes infirmiers permettant effectivement le suivi post-opératoire à domicile. Alors, pour des interventions qui sont lourdes, hein, effectivement, là, on n'est pas sur la cataracte, on n'est pas sur le canal carpien, mais on est sur des interventions plus lourdes. Je pense que c'est important de le repréciser. C'est l'article 7 du chapitre 2 qui sont sur les soins spécialisés. Voilà. En sachant que les 3 passages qu'on a de surveillance sont entre J0, J0 c'est le jour d'intervention, et J6. Voilà. Ou de la veille de la consultation suivante avec le chirurgien, si elle est comprise dans les 6 jours. Et moi, j'ai juste une question, c'est comment on le prescrit, nous, en tant que médecin? Il faut connaître ces 4 items, c'est-à-dire que c'est marqué séance de surveillance, comme il est écrit dans la nomenclature de chirurgie ambulatoire. C'est tout. Mais souvent, les ordonnances sont déjà prêtes. Alors, il y a des ordonnances préétablies qui sont déjà faites. Je pense que vous les avez. Ou si vous ne les avez pas, je pense que c'est peut-être les prestataires qui les fournissent. Je ne sais pas. Nous, on a des ordonnances qui sont très, très bien faites. Ce serait mieux. Mais pour le matériel, c'est souvent les prestataires avec leur code et tout ça. Pour le matériel, hein, je parle. Mais pour les soins infirmiers, c'est vrai que c'est des ordonnances souvent qui sont préétablies et qui viennent des établissements. Ouais. Alors, tous ces éléments sont dans le memento chirurgie ambulatoire dont je vous ai parlé tout à l'heure et que vous pouvez télécharger sur Visuchir. Donc, vous avez toutes les informations par rapport à ce qui vient d'être dit. Alors, je parlais de l'urinaire tout à l'heure. On a un acte pour retirer les sondes urinaires, mais pas pour faire les soins. Ah oui, non. Voilà, mais tout ça, C'est work in progress. Je voulais juste dire un dernier mot ce matin qui m'a un petit peu heurté, c'est la formation. C'est vrai qu'on est tous passés par l'hôpital et je trouve que pour les collègues du CHU, OK, les patients, et je trouve la collègue de la NAP a très bien dit que maintenant, malheureusement, les urgences des établissements privés voit aussi passer par la régulation beaucoup de gens, pas forcément arrivant du 16e arrondissement de Paris. Hein, c'est toujours cette image. Les représentations, elles sont toujours très mauvaises. Et donc, de la traumato, des urgences, malheureusement, de petits hôpitaux qui sont fermés la nuit, qui reviennent. Et donc, les problématiques existent à peu près partout. Sur la formation, je pense qu'aujourd'hui, un jeune chirurgien qui se forme, forcément, si le gold standard devient quand même la chirurgie ambulatoire, ben, ça doit rentrer pour un moment. Comment tu fais pour que ce soir, même si on opère moins de patients, où il y a une rotation à 1,5 sur le fauteuil au lieu de 3, peut-être que ça c'est bien, mais qu'au moins ça rentre aussi dans la finalité du comment, pour tout ce qu'on a dit ce matin sur le moindre hospitalisation, l'amélioration de la qualité de la prise en charge. Ça ne veut pas dire que les chirurgies conventionnelles ne sont pas bien faites, hein, loin de là, hein. Mais je pense que c'est intéressant dans la formation. Et moi, c'est aussi un tambour que je voudrais aussi encore taper, c'est quand même qu'on a vraiment des grosses difficultés avec les chefs de pôle des CHU, parce que des tas d'établissements ouvrent la porte à la formation des internes et que souvent ce sont les chefs de pôle qui bloquent. Nous, on travaille beaucoup avec le CHU ici sur la chirurgie, la chirurgie réfractive et la chirurgie cataracte, où évidemment, ils disent, moi, le patron de la chirurgie va dire, moi, je forme 90% des gens vont faire de l'ambulatoire et vont aller, la plupart du temps, en ville, ne vont pas rester à l'hôpital. Il
faut qu'ils soient aussi formés dans les cliniques, qu'ils voient aussi comment ça fonctionne. Donc, je pense qu'il y a aussi des silos à casser sur la formation. C'est un grand débat qu'on a à l'ARS, c'est compliqué. C'est plus le ministère de la Santé, c'est le ministère comment dire, de la Recherche et de l'Éducation. Mais c'est très compliqué. Mais je pense qu'aujourd'hui, en ville aussi, beaucoup de praticiens qui travaillent aimeraient aussi accueillir des étudiants et des internes en formation dans les parcours, pas forcément dans les premiers mois, bien évidemment, pour aussi s'acculturer à la formation et à ces dynamiques qui sont totalement partagées sur les territoires. Juste préciser aussi, parce qu'ce matin, on parlait de la RAC sur Saint-Brieuc, hein, c'est ça. Et nos actes-là sont, les actes qui sont au chapitre 2, c'est l'article Z, sont aussi pour la RAC. Voilà, c'est ça. Ouais, bravo, merci. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, merci au CH de Saint-Brieuc. Yves Le Foll. Bien. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Je vois l'heure qui est avancée surtout. Déjà, je pense qu'il est temps de remercier les 4 intervenants de notre table ronde, s'il vous plaît. Et façon très brève pour moi de dire quelques mots conclusifs. Alors, je vous rassure, hein, je ne vais pas refaire toute la synthèse de notre journée, bien entendu. Je crois qu'il y a de très nombreux enjeux qui ont été posés, qui ont été abordés. On n'a pas des réponses à tout. Je me suis permis de glisser un work in progress, enfin un travail en cours pour parler en bon français. Pour chacun de nous, je crois qu'on en est tous conscients. Je crois que ce qui est important cet après-midi et l'objectif que nous nous étions fixés entre institutionnels, c'était de venir créer de la dynamique. Et je crois que les échanges, votre mobilisation nombreuse, elle est le reflet de cette dynamique. Cette dynamique, elle ne s'arrête pas là. Le niveau national travaille, la NAP est mobilisée et on les remercie encore pour leur participation. La DGOS, la DSS aussi sont des acteurs que nous ne manquerons pas de ressolliciter. Je glissais ce matin que notre rôle aussi, c'est de nous faire les échos de vos attentes, de vos besoins. Et on a pris bonne note de beaucoup de choses qui ont été évoquées, de pistes que nous ne manquerons pas de suggérer et qui, nous l'espérons, pourront être des axes d'évolution à l'avenir par rapport aux points que nous avons identifiés ensemble. En tout état de cause, au niveau régional, vous pouvez compter sur nous. Nous demeurerons des correspondants dynamiques vis-à-vis de vos attentes, de vos préoccupations, des facilitateurs. Je reprends ce terme que j'ai employé de tôt ce matin pour des mises en relation. Je suis très content, par exemple, que les représentants d'une des cliniques de la région soient venus nous trouver en disant mais nous aussi on a envie de reprendre un peu langue et de redevenir des acteurs positifs et dynamiques de ce qui se passe en région Bretagne. Donc on espère que cette journée vous aura permis d'identifier des pistes concrètes, de repartir avec des idées, des solutions peut-être à mettre en œuvre de vos établissements. Votre retour est précieux, donc le questionnaire de satisfaction, j'ai vu là encore les smartphones se lever, vraiment s'il vous plaît jouez le jeu, pour nous c'est très précieux, très utile, notamment pour nous aider à faire mieux pour la prochaine, parce qu'on espère naturellement qu'on sera en mesure de vous en proposer une d'ici quelques temps. Je vois Anne Verfailly qui me fait les gros yeux en me disant que c'était pas prévu, bah, on verra. Et naturellement, merci encore à toutes et à tous pour votre participation, parce que c'est aussi ce qui a fait la richesse de notre journée. Donc, bon retour dans vos régions respectives, dans vos établissements, et sans doute à bientôt pour de nouvelles collaborations. Merci.